Bonjour et bienvenue à notre 13e épisode du podcast Retour sur les attentes où Jonathan Potier et moi, Jos Frimond, on parle de tout ce qui est pratique d'évaluation de la formation professionnelle et aussi de la formation professionnelle dans le sens beaucoup plus large. Je me retrouve avec Jonathan. Comment tu vas, Jonathan? Très bien, Joss, et toi? Super, super. Super, j'attends la pluie ici dans le sud. Voilà, je pense pas que c'est pareil chez toi dans le nord. Ah bah écoute, je peux t'en envoyer quelques litres si tu veux. Que des litres! Ouais, on a un hiver automnal en ce moment, donc on a eu un épisode neigeux et puis là maintenant on est reparti quelques semaines en arrière. C'est l'automne du Nord comme on l'aime ou pas. Hmm. Vivement le printemps. Vivons le printemps. Voilà, un peu d'actu. Donc, tous les deux, on a visité le salon Learning Technologies. Comment tu l'as trouvé? On va dire très proche de l'édition de l'année dernière. Euh, Ouais, c'est-à-dire. Alors, je me fais toujours la même réflexion, hein. Donc, alors moi, j'y vais avec ma double casquette, hein, de responsable de l'académie et en même temps de consultant indépendant. Et donc, je me dis toujours, tiens, s'il fallait que je vienne acheter une solution, une plateforme ou que sais-je ici, ça serait quand même compliqué parce que honnêtement, on a quand même du mal à se repérer. Il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de stands. On a du mal à distinguer les prestataires, les éditeurs les uns des autres, etc. Et l'année dernière, c'était le métavers, j'ose dire le feu métavers peut-être pour l'instant, qui était à l'honneur. Et évidemment, cette année, on parlait d'intelligence artificielle partout, 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 partout. Partout, C'était partout. le sujet du Hmm. salon. Ouais, ouais. Et en fait, je pense que si on regarde de plus près, la grande majorité, en fait, c'est que des liens avec ChatGPT. C'est des API avec ChatGPT dans les solutions technologiques qu'ils nous présentent. On est d'accord? Ouais, tout à fait, ouais, Ouais. ouais, clairement. Donc il y a un business, hein, OpenAI, ils ont bien joué leur truc, hein, ils ont sorti Ils une ont très bien joué marketplace, le truc. Ouais. etc. Donc là, ça va être magique pour eux. Donc Hmm. c'est vrai qu'il y a une forte dépendance en tout cas à ChatGPT. Et on va dire un éternel regret en ce qui me concerne, et je pense que tu vas partager mon propos, c'est que on reste, alors je vais parler en langage Kirkpatrick, on reste terriblement scotché sur le niveau 2. C'est-à-dire que tous les discours, quasiment tous les discours en tout cas, c'est orienté sur voilà, l'IA au service de l'apprentissage. Vous allez mieux apprendre, vous allez mieux retenir, vous allez mieux Ouais. mémoriser, etc., etc. Ouais, mais c'est pas ça l'efficacité de la formation. L'efficacité réelle de la formation, c'est sur le terrain, c'est le niveau 3 de Kirkpatrick, c'est le transfert, etc. Puis ensuite, le niveau 4, l'impact sur les résultats. Et aujourd'hui, voilà, il y a une débauche de ressources, d'énergie, etc. sur la partie niveau 2. Donc voilà, je pense que ça n'est toujours pas intégré ou alors on ne sait pas comment s'y prendre. On est extrêmement focalisé sur les modalités pédagogiques, sur comment livrer l'information, sur l'optimiser la livraison de l'information, sur variété des modalités, la place des nouvelles technologies. J'ai vu énormément de choses sur la certification, le marché de la certification avec France Compétences et le CPF derrière, ça a Ouais, explosé. Et donc, tout ce qui est lié à la certification au niveau de l'évaluation, ben, c'est forcément de niveau 2, hein, parce que on est certifié à pouvoir faire quelque chose, mm, mais comme on le sait, la certification, ça reste encore de niveau 2. Ça ne prouve rien par rapport à notre capacité à faire sur le terrain. exactement. Bon, donc on verra comment les choses évoluent, hein. Pourtant, il y a de bonnes idées, hein. On a discuté d'ailleurs entre deux stands, etc. On a discuté de sujets où on pourrait utiliser l'IA pour favoriser le niveau 3, souviens-toi. Hmm. Voilà, ce sera l'occasion peut-être d'en reparler plus tard. Mais il y a vraiment des choses à faire aujourd'hui et c'est dommage que le sujet ne soit toujours pas traité. Bon, voilà, qui vivra verra, comme dirait l'autre. On verra, on verra. Ben voilà, ben c'était une bonne expérience parce qu'il n'y a pas beaucoup de salons effectivement dans la formation professionnelle actuellement, donc ça mérite que ça mérite d'exister. Oui, Après, il y avait les conférences qui étaient très bruyantes, pas beaucoup de place. Voilà. Je pense que ça aurait mérité peut-être avoir des salles
moins proximité des stands Oui. et peut-être un peu moins de conférences, pour pouvoir, avoir, plus de temps parce que les conférences, c'est une demi-heure à chaque fois, c'était, Mmh. compliqué à pouvoir poser des questions. Peut-être un peu plus de temps dans les conférences, dans un endroit un peu plus isolé pour pouvoir débattre et poser des questions, je pense que ça m'aurait fait plaisir. Ouais, tout à fait. Bon voilà, donc là on est en plein fouet dans 2024, et toi tu commences à animer, à nouveau les sessions, bronze. Comme tu as animé récemment, comment tu as trouvé l'expérience? Ah, ça fait du bien. Ouais? Ça fait du bien. Je crois que ça ne m'était pas arrivé depuis plus de 2 ans. Ah oui. Oui, ça fait du bien, hein. Bon, j'ai vite repris mes repères, hein, ça c'est comme le vélo pour le coup, chez moi, ça ne s'oublie pas. Mmh. Donc c'était un vrai plaisir, je dois avouer, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit: «Bon, est-ce que je vais toujours, alors évidemment pas au niveau du sujet, mais tu vois, au niveau du programme de la formation, voilà, pouvoir embarquer les personnes au bon moment et cetera, les engager», et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, beaucoup d'enthousiasme. Donc c'était une session intra-entreprise, que j'ai réalisée en présentiel. Toi, tu vas faire la même session Oui, en distanciel pour la en même, ang et en anglais, ouais. et en anglais, Mmh. oui. Il valait mieux dans ce sens-là, c'est mieux, C'est enfin, mieux. tu aurais pu faire ça en français facilement, mais en anglais, je pense que tu es bien, 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 bien plus compétent que moi. Donc voilà, c'était un vrai plaisir. Et puis, voilà, ce que j'apprécie aussi, c'est que, on va dire, les années passent et il y a toujours, on va dire, le même enthousiasme par rapport au message véhiculé par la formation, et aussi cette prise de conscience, la petite lueur dans les yeux lorsque l'on place des Ouais, messages clés et qu'on sent une prise de conscience. Et, euh, et ça, c'est vraiment agréable. Donc maintenant, bah, c'est comme tout, hein. Euh, Niveau 1, c'est très bien. Niveau 2, c'est très bien. Niveau 3, voilà, là, on va accompagner forcément les participants pour passer à l'action, au-delà du programme. super, super. Bah, je suis content que ça t'a plu et que tu as retrouvé justement le même niveau d'enjeu, hein, pour les participants qu'il y a 2 ans, ça change pas, hein, les enjeux pour les responsables formation, les charges de formation, ce qu'ils veulent, hein, pour rendre la formation plus efficace. Exactement. Et de toute façon, plus le temps passe, hein, on en parle souvent, mais plus il y a de modalités pédagogiques, plus il y a d'innovation pédagogique, d'innovation technologique, etc., plus l'évaluation est nécessaire. Parce que, Ouais, voilà, sans évaluation, aujourd'hui, on pourrait se dire, bah, justement, on parlait de ChatGPT, on pourrait se dire, bon, finalement, voilà, ça va être mon formateur à domicile, je vais lui poser des questions, je vais apprendre, etc. Non, non, allez, au pire, il va répondre à des questions, mais c'est pas ça qui va nous faire passer à l'action. Donc, on a besoin d'évaluation. L'évaluation, c'est vraiment l'épreuve de vérité, hein, sur le terrain. Ça va se jouer sur le terrain, donc on a d'autant plus besoin de perfectionner nos pratiques d'évaluation. c'est clair. Donc nous, tous les 2, on a presque fini une nouvelle formation sur le nouveau contenu, hein, de bronze, pour les sessions à distance avec, Kirkpatrick aux États-Unis. Donc, bah, il va falloir un peu de temps pour traduire tout ça en français. Donc, on espère pouvoir sortir la nouvelle version, en deuxième semestre 2024. Donc, bah, le cœur du métier reste le même, hein. C'est juste, le contenant qui change un petit peu mais en tout cas, vraiment, je trouve que le contenu, le cœur, je veux dire, les messages qui passent, c'est le même, hein, Oui, qu'on a depuis le début, hein. Donc, ça c'est bien. Je vous rappelle que donc on a une session à distance, qui va démarrer le 6 mars, donc il reste, tout petit peu de place, si vous avez, besoin de vous renforcer en évaluation. Donc une session bronze cas Patrick qui va démarrer le 6 mars, avec moi. Donc, je crois qu'il y a 5 sessions en tout, et ça va finir le 22 mars. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, et puis on a une session présentielle à Paris en mois d'avril. Voilà, donc tout est sur notre site évaluationformation.fr. Voilà, bah, écoutez, on va passer à notre invité. Je te laisse nous les présenter, Jonathan, avant de le retrouver. oui, avec plaisir. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir sur ce podcast d'avoir comme invité Johan Vidalinck. Johan, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Bonjour Jonathan et merci de m'accueillir. Ben, je t'en Bonjour prie. Johan, bonjour Johan. Super Bonjour content de Jonas. te rencontrer, toi aussi. Exactement, voilà. Donc,
Johan, on va te laisser te présenter. Voilà, je pense que beaucoup de nos auditeurs, auditrices qui sont notamment présentes sur LinkedIn te connaissent parce que c'est vrai que tu publies beaucoup de choses. Tu as aussi un talent de dessinateur. Voilà, je t'envie notamment aussi là-dessus parce que j'aimerais tellement pouvoir synthétiser pas mal d'idées comme ça. Il va falloir que je m'y mette un jour. Mais voilà, à toi la parole, Johan. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Voilà, le D'accord. micro est à toi. Et merci du coup d'avoir l'opportunité de raconter un peu ce parcours. Alors, c'est vrai que moi, je suis rentré un petit peu, je le dis souvent, dans la formation par hasard, comme beaucoup de monde hein, dans le milieu, puisque en fait, moi, initialement, j'ai fait des études d'économie et de droit du travail, et donc j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. Donc c'est un domaine dans lequel je suis pas resté très longtemps, à la fois parce que je pense qu'il me correspondait pas tout à fait, et puis parce qu'on a eu une petite crise des subprimes à l'époque où j'ai exercé, qui m'a amené un petit peu à revoir mes priorités, mes ambitions, et à imaginer des domaines connexes à ce milieu-là. Et c'est comme ça en fait que j'ai été amené à travailler dans la formation en travaillant au démarrage dans un OPCA, ce qui sont aujourd'hui des OPCO. Et là, j'ai fait des métiers très différents, puisque j'ai commencé par un travail très alimentaire où j'ai fait de la saisie de contrats de professionnalisation pendant plusieurs mois. Puis j'ai fait un peu de conseil aux entreprises en formation sur les différents dispositifs. Ensuite, j'ai fait une partie un petit peu, alors pas atypique, mais un métier qui m'a amené à voyager un petit peu dans toute la France, puisque j'avais un poste de chargé de mission audit et contrôle. Donc ça consistait à avoir deux casquettes, une casquette un peu gentille dans la mesure où j'allais faire l'audit de tous les grands comptes de l'OPCA, et du coup je mettais le nez dans leur plan de formation et je leur disais bah, voilà mes préconisations pour que ça soit mieux géré globalement. Et après, j'avais la casquette de bad cop, puisque j'allais faire des contrôles inopinés en organisme de formation, un peu dans toute la France. Et donc, je m'assurais que les prestations avaient bien lieu et que c'était bien les bonnes personnes qui faisaient ça. Et c'est vrai que je racontais des fois quelques anecdotes qui me sont arrivées. Parfois, j'ai fait un contrôle à 2000 mètres d'altitude sous moins 20 degrés, ou parfois, au lieu d'avoir une personne de 50 ans ouvrier qui faisait la formation, ben, j'avais par exemple la fille du patron non salarié de l'entreprise. Voilà. Donc Oula. c'est des petites surprises qu'on peut avoir parfois. Ok, ah oui, donc ouais, ouais, tu as dû en voir on va dire des vertes et des pas mûres, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, bon, cette expérience, elle était très structurante et ça m'a amené à beaucoup mieux comprendre la réglementation de la formation. Mais je m'y retrouvais pas forcément avec ce côté bad cop qui est pour moi pas. Ouais, j'étais pas très à l'aise. Des fois, j'étais un peu angoissé avant d'aller faire des contrôles parce que bah, c'est toujours un peu intrusif. Donc, voilà, je me sentais pas toujours aligné avec ça. Ce qui fait que du coup, on m'a proposé un autre travail dans un autre OPCA qui était le plus grand à l'époque, qui s'appelait AGFOS PME. Donc on disait les AGFOS PME parce que voilà, ils avaient une grosse implantation régionale et territoriale. Et c'était à l'époque du Datadoc, ça parle peut-être à certains, l'ancêtre du Calliope. Et du coup, j'étais le référent national sur le sujet. Donc, ça m'a amené à faire des bêta-tests sur l'outil, à former les contrôleurs, à faire plein d'améliorations autour de ça. Et également à mettre en place un SAV pour les organismes de formation qui souhaitaient répondre au Datadoc. Donc ça, c'était une expérience assez pleine. Et au-delà de ça, j'avais une casquette de chef de projet où je gérais des enveloppes financières, par exemple, pour aider la digitalisation des organismes de formation. Donc pareil, avec des fonds européens. Donc ça m'a aussi un petit peu amené voilà, fouiller un petit peu toute la tuyauterie financière qui passait dans les OPCA. Ok. Alors pour nos amis belges, luxembourgeois, suisses et québécois qui connaissent pas forcément Datadoc et Calliope, donc Datadoc c'était le premier système de contrôle de qualité des organismes liés au ce qu'on appelle des fonds paritaires. C'est ça, des systèmes paritaires, parce qu'il y a un système de versement de contribution d'information par l'État, à l'État par les entreprises, et il fallait contrôler ça parce que ça devenait, je ne sais pas combien d'organismes il y a de formation il y a en France, j'ose même pas imaginer, Plus de as 100 000. plus de 100 000, voilà. Ah ouais. C'est incroyable. Donc, ben justement, par rapport à ça, le fait qu'il y a 100 000, c'est énorme par rapport à d'autres pays. Même aux États-Unis, il n'y a pas 100 000 organismes. C'est très franco-français. Qu'est-ce qui explique ça, à ton avis?
Alors, je sais pas ce qui explique ça, sans doute, un héritage culturel, et le fait que ça soit très facile d'être organisme de formation, même si ça se complexifie un petit peu dernièrement, mais globalement, il suffit de créer son entreprise et de demander un numéro de déclaration d'activité pour être considéré comme organisme de formation. Alors souvent, il y a plein de chiffres qui circulent dans les organismes de formation, puisqu'on estime que globalement, il y a 8000 organismes de formation qui représentent plus de 80% du chiffre d'affaires. Ensuite, il y a un chiffre autour de 40-50 000 organismes pour qui c'est, on va dire, qui en font une activité principale. Oui. Et ensuite, on a tout le reste, hein, donc à peu près 60 000 qui ont des casquettes différentes, qui font un peu de formation, mais qui font un peu de consulting. On avait par exemple aussi tous les éditeurs de logiciels qui font un tout petit bout de formation, ça représente à peine 1% de leur chiffre d'affaires, mais quand même qui avaient un NDA et qui étaient considérés comme organisme de formation. Donc voilà, donc on a des choses assez variées sur le marché. Ok, merci. Et donc, du coup, après ça, qu'est-ce que tu as fait? Alors du coup, ce qui s'est passé, donc c'était en 2019. Il y a une réforme, enfin il y a eu une réforme en 2018, mais qui a commencé à produire des effets en 2019, qui a amené à faire fusionner tous les OPCA pour amener aux OPCO qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, je me suis dit, bon, ça fait 3 ans que je suis aux AGFOS, j'ai fait un peu le tour, et là, avec la fusion, il va rien se passer pendant 18 mois au moins, ce qui m'a pas donné tort quand je vois un petit peu ceux qui sont restés. Et en même temps, j'en ai marre du milieu institutionnel parce que c'est politique, c'est lent, et j'ai besoin de trucs un peu plus agiles, et j'ai surtout besoin d'aller peut-être retourner dans le privé voilà, pour voir autre chose, et surtout voir ce qui se passait vraiment en organisme de formation, parce que c'était ça le paradoxe, c'est que je connaissais les enjeux des organismes, j'en avais accompagné beaucoup, sans finalement avoir jamais travaillé au sein d'un organisme. Et ça, je trouvais que c'était un manque flagrant. Et donc, du coup, j'ai eu une opportunité de travailler chez un gros OL généraliste après les AGFOS. Et comme j'avais une étiquette un peu qualité, du coup, j'ai été intégré en tant que responsable qualité de la structure. Donc, je me suis formé à l'ISO 9001. Et on a fait également partie des 100 premiers organismes certifiés Calliope à l'époque. Donc voilà, donc j'avais cette casquette-là. Et c'est également à ce moment-là où j'ai commencé à prendre en main le sujet des certifications professionnelles avec le renouvellement des certifications, la mise en place de partenariats. Et également à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment développer un peu plus la partie veille, puisque en fait j'avais commencé à publier un petit peu par exemple sur LinkedIn, mais c'était vraiment fait de manière amateur. J'ai commencé à le faire de manière de plus en plus régulière, et surtout réaliser une veille au niveau du comité de direction, de la veille stratégique, du coup, qui orientait un petit peu les décisions business. Voilà. Et pour moi, c'est ça aussi l'intérêt de faire de la veille. C'est pas tant faire de la veille pour faire de la veille, pour faire joli, c'est que derrière il y ait des impacts opérationnels majeurs. Voilà. Donc ça, je suis resté dans cet organisme 18 mois, et puis il y a eu un petit truc qui s'est passé, genre la Covid, voilà, qui est passé Tout par là, petit, tout petit. tout petit. Euh, bon, l'entreprise a été mise en chômage partiel, et bon, je pense que je ne m'y retrouvais pas tout à fait sur la direction. Et c'est à ce moment-là qu'on est venu me chercher, donc un organisme qui s'appelle YouKnow, donc qui était un pure player de la formation, hein, qui faisait uniquement de la formation à distance sur des thématiques transverses, un peu soft skills. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai eu des fonctions toujours un petit peu autour de la qualité, des certifications, de la veille, de la gestion de projets transverses globalement. Euh, Souvent, j'avais tendance à dire que tous les sujets dont personne ne voulait, c'était moi qui les récupérais. Le RGPD aussi, enfin voilà, tout ce genre de joyeuseté. Euh, voilà. Bon, il faut quelqu'un, hein. Il faut bien Il quelqu'un. faut bien quelqu'un. Et moi, ce qui m'amusait dans ces métiers-là, c'était arriver à rendre ça intelligible pour le commun des mortels. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc c'est voilà, une expérience qui a duré 2 ans et demi, qui était très fondatrice, très intéressante, et ça m'a amené à comprendre beaucoup mieux les enjeux business, notamment B2B, puisque c'était effectivement la partie qu'on gérait surtout avec des clients du CAC 40. Euh, voilà, bon, ça s'est terminé pour des raisons voilà, organisationnelles, hein, sans rentrer dans les détails. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce que je fais après. Qu'est-ce que je fais après? Et donc il y a 1 an de ça à peu près, j'ai posté quelque chose sur LinkedIn pour dire bah, je suis disponible, vous pouvez me contacter. Donc je m'attendais à avoir quelques petits messages, mais pas beaucoup plus. Et en fait, j'ai eu une salve de messages. Enfin, j'arrivais même plus à gérer ma messagerie à tel point j'ai eu une proposition. Ouais, Sans, Wow. sans, sans, sans être dans la vantardise, hein, c'est vraiment, j'ai été vraiment surpris par
par la puissance du réseau. Hmm. Et du coup, ça m'a amené à faire beaucoup d'entretiens, parce que vraiment, encore une fois, j'avais aucune idée de ce que je faisais après. Et du coup, j'ai eu des propositions plus ou moins variées dans des startups, dans des opcos, dans des milieux très très différents. Tu as fait des enchères de salaire du coup alors, c'est ça? C'est, moi, ouais, tiens, j'ai une offre ici Alors, en fait, pour la blague. alors le salaire est effectivement important. Enfin, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes en disant ça, même si c'était pas mon vecteur principal. Je voulais pas perdre en salaire, mais globalement, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était quelle mission je voulais exercer. Et puis, je voulais aussi avoir un peu plus d'impact sur les décisions. Et donc, c'est pour ça aussi, j'ai plutôt cherché des postes décisionnels plutôt que un énième poste de chef de projet transverse où c'est très intéressant, mais où finalement on est souvent noyé dans une pyramide hiérarchique. Et, en fait, voilà. Donc plein d'échanges et finalement, au bout de la chaîne, il y a eu un dernier entretien avec la société chez laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle Garance et moi, avec une société vers laquelle j'aurais pas forcément postulé initialement, puisque le positionnement est quand même assez particulier. C'est un cabinet qui est destiné à la carrière des femmes, qui fait du bilan de compétences et qui a également une formation certifiante qui s'appelle Accompagner les transitions professionnelles et qui forme les futurs praticiens et praticiennes du coup en bilan de compétences, en CEP, enfin tous les professionnels de l'accompagnement. Voilà. Et effectivement, en fait, moi je suis tombé amoureux de ce projet-là mais c'est vrai que c'était un prisme à qui, a priori, voilà, j'aurais pas forcément postulé moi-même. Pourquoi tu es tombé amoureux? Qu'est-ce qui a fait que Ben, poste, c'est le ce projet projet? d'entreprise. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'interpersonnel avec la fondatrice. Et puis aussi le fait que du coup ça soit un poste de direction, ce qui était aussi ce que je cherchais et les valeurs humaines. Et je trouve voilà l'environnement très sain. Et c'est aussi ça que j'étais venu chercher. Ok. En tout cas, c'est une excellente, je veux dire, leçon aussi pour les personnes qui nous écoutent quant à l'utilité de LinkedIn, parce que le fait de publier, je pense aussi que, évidemment, tu es repéré, tu développes un réseau. Euh, les, les anglophones, et là je parle sous le contrôle de Just, répètent sans arrêt give to get, hein, tu dois donner aussi pour recevoir, et forcément, pendant des années, tu partages tes connaissances, tu partages ta veille, etc. Et donc le jour où tu as besoin du réseau, tu te dis, je suis disponible, etc. Voilà, c'est évident. Donc, il y a vraiment un intérêt à chaque fois à écrire, à publier, que Ouais. ce soit pour développer son propre business ou pour développer sa carrière, pour susciter des offres d'emploi, etc. Enfin, voilà, il faut être visible, il faut être vu pour, entre guillemets, être désiré aussi. Oui, alors c'est vrai que je suis pas certain d'avoir commencé à écrire sur LinkedIn pour ça. Pour moi, initialement, c'était plutôt pour me rassurer, pour essayer de confronter un petit peu ce que je percevais d'un sujet. Alors à l'époque, j'ai commencé à écrire sur le Datadog, puis après, j'ai développé un petit peu les sujets, mais c'était surtout moi pour me rassurer. Bon, petit à petit, on se prête au jeu, on voit que ça crée des interactions, donc on se dit ah bah super, j'ai envie de tester de nouveaux formats. Voilà, donc c'était ça aussi. Et c'est vraiment la première fois où j'ai pu palper un petit peu ce que voulait dire avoir X abonnés, je ne sais plus combien je sais, mais en tout cas, même à avoir quelques milliers d'abonnés, c'est suffisant pour avoir vraiment des opportunités derrière qui en découlent. Clairement. Alors, tu écris et tu dessines, parce que tu as d'autres casquettes. Voilà, j'insiste beaucoup, j'en ai parlé. Et alors effectivement, C'est pas un talent, hein, franchement. alors, je dessine. Alors, je suis très très loin de certaines personnes qui font ce type d'exercice. Donc, moi, en fait, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent pas, ça fait 5 ans que je fais du sketch note. Mhm. En fait, j'ai développé ça, donc c'est de la technique de prise de notes visuelle. Donc moi, je l'ai essentiellement fait pour la prise de notes de réunion ou de séminaires, par exemple, ou de conférences que je suivais. Moi, c'est la manière donc que j'ai de mémoriser, enfin, manière préférentielle que j'ai de mémoriser les choses, en tout cas. Donc ça marche bien. Et puis petit à petit, je me suis dit, j'ai un niveau peut-être suffisant. Enfin, j'ai eu la prétention de me dire, ça peut intéresser des gens si je le mets sur les réseaux. Et puis j'ai eu des bons retours, donc ça m'a amené à investir dans une tablette numérique ensuite. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose que je fais en amateur et j'ai pas du tout vocation à en faire une activité à part entière parce que ça nécessite des talents. Enfin, quand je vois ceux qui font ça sur des séminaires, qui font de la prise de notes en live Ouais, animée, c'est impressionnant. c'est des vrais dessinateurs de BD. Hein. Enfin, pour moi, j'ai Mhm. pas du tout.
cette prétention, même si je suis fan de BD aussi, mais ça ne fait pas de moi un dessinateur. Mais voilà. Après, on comprend par tes posts sur LinkedIn que c'est aussi une manière de décrypter. Parce que ton slogan, c'est j'aide à décrypter. On voit à travers les visuels que tu fais que ça aide à mieux comprendre. Parce que Oui, souvent, tu es aussi dans les textes et tout ça, c'est extrêmement lourd et c'est une exactement. Mais manière d'expliquer. tout à fait, ben, ça va de pair avec les cartes mentales. Alors, pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, mes cours de lycée ou à la fac tenaient, une année tenait sur une copie double. En fait, je fonctionnais vraiment comme ça déjà, avec quelques mots-clés qui en guise de boîte noire. À l'époque, je ne savais pas du tout, enfin, je me disais, je suis complètement déconnecté, pourquoi je fais ça? Enfin, mais c'était vraiment la manière que j'avais de fonctionner. Et j'ai appris que bien plus tard que ça pouvait avoir un nom et que ça pouvait être associé avec des personnes qui faisaient aussi ça par ailleurs. Donc ça m'a aidé aussi à faire la paix avec ce moment-là. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à épurer tous les textes jusqu'à avoir vraiment un peu la quintessence, enfin l'essentiel en tout cas. Voilà, la quintessence plutôt. Et je trouve que souvent, dans ce milieu-là, moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'experts. Je ne veux pas leur cracher dessus parce qu'ils ont sans doute fait des choses bien, mais qui avaient du mal à vulgariser. C'est-à-dire, c'était des personnes qui étaient capables à des hauts niveaux d'abstraction. Mais des fois, mais je lisais, mais c'est comme de la philosophie. Des fois, enfin, il y a des philosophes, des fois, on lit la page, on relit 5 fois, on n'a toujours pas compris. Et en fait, j'avais des fois cette impression. Et finalement, je me suis rendu compte que quand on rentrait dans le sujet, c'était pas si compliqué que ça et que bah, souvent, ça permettait de maintenir la main sur une espèce d'expertise auprès de clients, d'institutionnels, alors que finalement, c'était pas si sorcier que ça, des fois, ce qu'ils racontaient. Voilà. Excellent. Ça balance, hein, tu as vu. Ah non, mais... non, mais écoute. Alors là, non, non, là, tu es à la bonne adresse, là. Il n'y a pas de problème. Ok, donc voilà, ça, c'est ta fonction actuelle. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur... Aujourd'hui, moi j'ai une particularité, mais qui est plutôt une particularité dans le monde actuel, c'est-à-dire que j'ai une casquette aussi d'indépendant à côté de mon travail de salarié, puisque du coup je fais également une partie rédactionnelle où je rédige des articles, où je fais un peu de community management pour un client, voilà, donc essentiellement partie rédactionnelle, un petit peu de consulting pour aider des organismes à créer leur structure ou à trouver leur marché. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais un peu plus en pointillé pour une raison de temps, hein, tout simplement. Voilà. Ok, tu es un slasher, comme on dit. J'appelle ça la polyactivité, moi, je préfère parce que Oui, ça oui, vient. tout à fait. Mais oui, dans l'idée, on est là-dessus. Ouais. Exactement. Super, merci Johan. Alors, est-ce que tu as on va dire une approche, on va dire privilégiée en matière de formation? Est-ce que tu as on va dire des préférences, des orientations particulières quant à ta manière de former ou en tout cas d'aborder, d'approcher la formation? Alors sans doute, oui. Alors c'est vrai que cette question, ça va mettre à réfléchir forcément sur ma pratique et sur mon parcours. Alors c'est vrai que moi, mes expériences actuelles et les dernières expériences ont été plutôt autour du digital learning, hein, sur la formation à distance. Cela dit, moi, ça m'a convaincu d'une chose, c'est-à-dire que la formation e-learning pure, hein, c'est celle qu'on connaît, hein, des années 2000 avec des pauvres slides et c'est tout, enfin, confronté juste à soi-même, ça ne marche pas. Et je pense Hmm. que l'intervention humaine est plus que jamais nécessaire. Et c'est vrai que si je fais le parallèle avec les expériences que j'ai, celles que j'ai actuellement, par exemple, on a un parcours certifiant qui est fait intégralement à distance, mais on a des classes virtuelles chaque semaine, on a également des travails en trinôme, on a de la supervision, on a du tutorat, donc on a énormément de mesures d'accompagnement des personnes. Et on voit bien que ça marche puisqu'en fait on a quasiment pas de décrochage et on a des taux de certification qui sont assez élevés. Voilà. Et vu l'exigence de la formation et des examens, c'est vraiment bien et c'est vraiment lié à toute cette chaîne d'intervention qu'on a créée et mise en place. Donc pour moi, c'est un vrai parti pris de dire que je n'ai pas envie de développer des produits qui soient juste du pur e-learning. Donc, c'est la variété, en fait, des modalités distancielles qui fait la force. C'est ça, le fait qu'il y en a beaucoup ou Exactement. pas que ça.
Mmh. Exactement, c'est ça. Mmh. C'est varier les modalités, c'est varier les types d'accompagnement, c'est amener à faire du travail aussi personnel. Le fait que, par exemple, les personnes doivent faire du travail en trinôme, c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir de l'échange de pratiques. Euh, et également, ben, comme on est sur une certification professionnelle, les personnes doivent en plus réaliser un accompagnement qui débriefe ensuite devant un jury. Donc voilà, on est vraiment sur de la mise en pratique pendant la formation, et ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand on arrive à faire ça. Ouais, clairement, on va jusqu'au bout de la logique, quoi. On va vraiment, effectivement, jusqu'à la mise en pratique, en situation réelle, et effectivement, le travail, je te rejoins tout à fait, hein, le travail, on va dire, en binôme, en trinôme, etc., ça crée une forme d'émulation, et je parle souvent de saine pression sociale, c'est-à-dire que ça, voilà, tu n'as pas envie de te retrouver face, voilà, aux deux autres personnes de ton petit groupe, en disant bah, je n'ai pas avancé, moi je n'ai rien fait depuis, etc. Et donc c'est extrêmement stimulant. Il n'y a rien de tel, clairement. Euh, Ça fera plaisir à ton propos à Jacques Rodet qui milite depuis des années aussi pour voilà, le tutorat à distance, en disant voilà, une formation à distance réussie nécessairement passe par, on va dire, le tutorat, mais aussi toute forme d'activité, on va dire, sociale, d'accompagnement, etc. Et voilà, pareil. Avec Joss, on te rejoint tout à fait sur le e-learning old school, où on espérait que les gens apprennent tout seuls. Je dis souvent, si ça fonctionnait, YouTube serait la première plateforme LMS du monde, et puis la formation n'existerait plus, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, on a besoin aussi de cela, on a besoin de structuration pédagogique, on a besoin d'humains, etc. Et donc, c'est nécessaire en tout cas. Sur ce podcast, comme tu le sais, on parle beaucoup d'évaluation de la formation. C'est ce qui nous fait vivre en partie, Joss et moi, c'est ce qui nous permet de manger à notre faim chaque mois, plus ou moins. C'est notre kiff aussi, non? Un petit C'est peu. aussi notre kiff. Pas que de l'argent. Oui, on n'a pas qu'à faire, voilà. C'est pas un métier passion, c'est un sujet passion. On va dire, comment tu respires le sujet, comme disait l'un de mes anciens collègues, quelle est ta perception du sujet, qu'est-ce que tu en sais, enfin voilà. Johan et l'évaluation de la formation, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est vrai qu'en préparation du podcast, on a échangé sur ce sujet-là, et moi je te disais ce que je vais dire maintenant, hein, c'est que moi je suis pas quelqu'un qui a suivi une formation initiale sur les sujets de la formation. Je suis pas ingénieur pédagogique, c'est ce genre de sujet que j'ai appris sur le tas. Et moi j'ai attendu peut-être d'avoir 30 ans pour entendre parler de Kirkpatrick et de comprendre vraiment ce que c'était. Donc voilà, donc en fait, je me suis vraiment formé petit à petit là-dessus. Cela dit, ça rejoignait quand même une évidence pour moi de se dire la formation doit permettre un changement de pratique, et notamment dans le cadre professionnel, ce qu'on recherche nous actuellement. Donc c'était se dire comment on met en place tous les moyens pour accompagner cette transformation des personnes, parce que c'est vraiment ce qu'on vise. Et voilà, donc moi, je suis très convaincu sur ce sujet-là. En revanche, on se rend compte quand même que dans la pratique, c'est pas toujours évident, puisque je trouve qu'il y a une tendance quand même dans le milieu des fois à faire reposer le changement de pratique uniquement sur les organismes de formation, alors que bah, c'est souvent aussi beaucoup plus des entreprises qui ont la main, ou en tout cas qui font partie de cette chaîne qui est indissociable, hein. C'est-à-dire que bah, une fois que la formation est réalisée, bah, la personne revient dans l'entreprise. Si on n'a pas un manager, si on n'a pas une direction qui est engagée sur ces sujets-là, bah, bon, la personne va refaire son travail. Alors elle le fera peut-être mieux, mais en tout cas, on ne le saura pas. Ouais, tout à fait. Alors là, oui, pareil, tu prêches des convaincus, hein. C'est clair, tu as utilisé le mot chaîne, mais c'est exactement ça, hein. C'est vraiment le chaînage des différents acteurs. Et pareil, on te rejoint sur le sujet, c'est que on a tendance à imaginer que le prestataire de formation est une forme de messie, que la formation va être une solution miracle, et que le simple fait de suivre la formation va générer derrière des changements, des effets, des impacts, etc. Alors on sait ici tous les trois que ça n'est certainement pas aussi simple. Et tu vois, même si tu as attendu 30 ans avant de connaître Kirkpatrick, je pense que tu faisais, ou en tout cas tu connaissais Kirkpatrick sans forcément avoir le nom Kirkpatrick en tête, quoi. Tu as travaillé sur les certifications, j'imagine que... Sans doute, et effectivement, ce sujet-là, je l'ai retrouvé quand j'ai commencé à travailler sur les certifications professionnelles,
ou de toute façon dans la manière dont on construit les formations, dans la manière d'ailleurs dont on doit justifier de l'adéquation du référentiel avec les besoins marchés, on est obligé aussi de se dire, bon, les personnes qu'on a formées, qu'est-ce qu'elles sont devenues suite à la formation. Du coup, ça amène à se demander, est-ce que les personnes transitionnent vers un métier ou un secteur en particulier, quelles compétences elles ont développées Mm. le plus, est-ce qu'elles les mettent en pratique dans leur société, quel niveau de transférabilité. Enfin, il y a plein de questions comme ça qu'on se pose et que de toute façon, on doit aujourd'hui présenter auprès de France Compétences. Donc, quand on est certificateur, on va déjà mesurer l'impact. Ça, Ouais, c'est beaucoup plus qu'un organisme classique. ouais, tout à fait. Est-ce que justement, parlant des résultats des formations dans lesquelles tu as travaillé, des projets de formation dans lesquels tu as travaillé, est-ce que c'est ces résultats-là dont tu es le plus fier de voir le taux de mobilité de carrière, tout ce qui se passe après certification, ou est-ce qu'il y a autre projet qui vient à ton esprit? Ben, disons que c'est difficile de classer les projets dont je suis le plus fier, mais en tout cas, je vais peut-être parler du plus récent, hein, puisque moi, je suis arrivé chez Garance et moi en avril dernier. Le premier sujet sur lequel j'ai dû travailler, c'est le renouvellement de la certification accompagner les transitions professionnelles. Donc, renouvellement qu'on a obtenu en décembre dernier pour 3 ans. Donc, ça, c'était vraiment la bonne nouvelle. Et surtout, en fait, il y a eu un tel travail autour de, justement, de 10 dissécation, je ne sais plus je sais plus le terme, mais bon, globalement, d'aller très très loin dans l'analyse des données d'impact et se dire que, et c'était assez beau de se dire, ben oui, finalement, on a formé des gens et il y a plus de 70% des personnes qui ont eu la certification qui sont allées vers le secteur cible. Et là, on se dit, ah ouais, là, on a transformé, on a énormément de personnes qui ont créé leur entreprise. Enfin, c'est se dire, là, on mesure vraiment, oui, là, on a transformé des vies. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui est le cœur même de la formation et qui fait que j'ai envie de continuer à travailler dans ce secteur-là parce qu'on ne fabrique pas des bombes, on transforme des vies. Mm. Oui, oui, plutôt vers le mieux. Donc, voilà, un petit peu ce que ça m'évoque. Ok. Donc là, ouais, là, tu nous parles de résultats. Donc voilà, là, il est question d'évaluation, hein, clairement. Tu envoies les effets, vous envoyez au sein de la société les impacts. Euh, je crois que chez Garance et moi, vous êtes beaucoup dans le B2C, c'est ça? Ouais, on va dire, alors on travaille un petit peu avec des entreprises, mais principalement, effectivement, on va avoir du B2C, à la fois du public salarié, mais également demandeur d'emploi, puisque bah, D'accord. voilà, entre le bilan de compétences et accompagner les transitions professionnelles, de toute façon, on est sur deux produits qui vont aller plutôt vers la reconversion. D'accord. Même si c'est pas, par exemple, quand on fait un bilan de compétences, on se reconvertit pas toujours, mais globalement, c'est souvent une porte d'entrée à une reconversion, quand Ok. même. Et est-ce que tu observes des choses à ce niveau, alors que ce soit, on va dire, au niveau des individus, des particuliers ou des entreprises, en matière d'attente, on va dire, quant à l'évaluation, quant aux données, est-ce que justement vos clients vous disent, ouais, mais on va dire, prouvez-moi justement que derrière il y a de l'impact, qu'il y a de Exactement. la mobilité professionnelle, etc. Oui, alors on a effectivement ces demandes, alors notamment sur la formation, puisque du coup, bah, c'est une formation qui amène ensuite à prendre position dans un nouveau métier. Donc il y a des questions sur quelles sont les perspectives d'emploi, Mm. combien est-ce que je peux prétendre gagner, dans quel type de structure, sous quel statut. Enfin voilà, c'est des choses comme ça et c'est des données qu'on a, hein, de toute façon, on les a travaillées. Et effectivement, on est capable de rassurer là-dessus. Euh, voilà. Et ça permet aussi aux personnes de se positionner en connaissance de cause parce qu'il n'y a rien de pire que des personnes qui ont suivi un parcours de formation qui peut même s'être bien passé, mais confronté à la réalité d'un marché, on se rend compte que, ah oui, bah oui, mais finalement, cette formation, elle m'apporte rien. Alors, soit parce que Mm. j'aurais pu faire sans cette formation, soit parce que le marché est tellement saturé qu'en fait, je peux faire cet emploi qu'à mi-temps ou qu'à temps partiel, et donc du coup, pas pouvoir en vivre totalement. Donc ça, c'est les difficultés qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'on essaie aussi de donner un avis très nuancé aussi du marché du travail, hein, parce que le marché de l'accompagnement est aussi un marché assez concurrentiel. Donc on essaie de donner des données qui sont très objectives. Et on voit de toute façon, par exemple, chez nous, la plupart des personnes qui font de l'accompagnement font également ont d'autres casquettes. Ça peut être du coaching, ça peut être d'autres activités annexes. Certaines sont salariées à Mm. temps et travaillent ça en complément. Donc, Ok. Donc à la fois, ouais, au niveau des individus comme des entreprises. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est regardé
Voilà, Et pour savoir si sur ça vaut la sur peine. les entreprises, c'est un peu un prisme différent puisque souvent, c'est soit dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous, on va plutôt travailler avec des personnes, des ressources humaines, par exemple sur la formation. On va faire une montée en compétences des professionnels RH qui vont permettre d'accompagner mieux les salariés ensuite dans le cadre de gestion des emplois et des compétences. Et ensuite, sur le bilan de compétences, alors on a quelques clients effectivement B2B. L'idée, c'est de pouvoir proposer ce service-là, mais on se rend compte quand même que ça reste compliqué en entreprise de proposer du bilan, parce que souvent, pour un employeur, un salarié qui fait un bilan, c'est un salarié qui a envie de partir. Ok, On se rend compte quand même que c'est un des freins aujourd'hui, proposer ça. c'est logique. Tu parlais de sketchnoting. Je sais pas, peut-être que c'est déjà, d'ailleurs, tu as peut-être déjà dessiné cela, mais je vais pas te faire le coup de dessine-moi un mouton, mais si tu devais dessiner le client parfait en matière de formation, genre, ça peut être une idée d'ailleurs de poste, hein. Si tu l'as pas déjà fait, voilà. Le client parfait. C'est quoi le client parfait, le client rêvé en matière de formation, de ton point de vue? Alors, le client parfait, c'est le client qui est à un niveau de maturité assez avancé sur son projet, c'est-à-dire qui s'est déjà renseigné sur le produit ou sur la formation qu'il veut suivre, qui a en tête exactement ce qu'il veut faire après, qui a en tête tous ses objectifs opérationnels et il a un peu son plan d'action suite à ça. C'est quelqu'un qui va être très autonome dans la façon de se gérer, qui va assez peu faire appel au SAV pédagogique et technique parce que il est doué sur la plateforme, il sait se débrouiller. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va être capable de débrouillardise aussi. Euh, bon voilà, globalement c'est un client où il y a assez peu besoin d'intervenir et qui en même temps justement sur les moments synchrones va être force de proposition, va impulser quelque chose. Donc ça j'avoue que on en a quelques-uns hein, quand même hein, dans nos formations, même plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'est bien. Et ça, des fois, ça permet de contrebalancer aussi des clients qui sont moins faciles à gérer. Hmm. Du coup, remplissent justement pas toutes ces cases avec un projet flou, avec voilà, des difficultés à se positionner par rapport au groupe, par exemple. Justement, c'est un sujet qui nous intéresse et je pense qu'il va faire un épisode du podcast, c'est la responsabilisation des apprenants, hein, le niveau de responsabilisation des apprenants. Parce que dans l'évaluation, on parle beaucoup souvent de l'entreprise autour et des conditions, etc., les managers, mais finalement, la responsabilité d'apprendre et d'agir, c'est à l'apprenant. Donc, qu'est-ce que tu vois à ce niveau-là, au niveau de responsabilisation des apprenants et ce qu'il faut qu'ils fassent, etc., et leurs obligations Alors on se rend compte que il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement agir, hein, la personnalité des personnes, l'engagement, mais on peut mettre en place quand même un certain nombre de choses, donner la bonne information au bon moment, la répéter à des moments différents de la formation, arriver à orienter pour que justement les personnes soient autonomes. Voilà, donc on a un certain nombre d'automatisations possibles et ensuite de mettre en place des SAV un peu plus synchrone pour régler les situations. Euh, Moi, je note quand même, alors c'est sans doute pas politiquement correct, ou quoique c'est peut-être très politiquement correct, je sais pas, mais qu'il y a quand même une différence des fois entre les personnes qui vont autofinancer ou financer une partie de leur formation et ceux qui ont du coup un financement total, soit Pôle emploi, alors en général plutôt CPF, parce que Pôle emploi, il y a quand même souvent un peu l'envie de sortir un peu de cette case, mais on se rend compte que des fois, je ne dis pas que c'est systématique, mais que ça incite plus quand on a payé une partie en tout cas de sa formation d'aller jusqu'au bout et de s'engager et que à contrario quand on a l'impression d'avoir rien déboursé ouais. euh, un peu comme le psy hein, enfin je vais pas faire des analogies un peu douteuses mais il y a un truc un peu de cet ordre là. Donc là, bon, on peut parler du projet de reste à charge ou le forfait pour les gens qui vont se faire financer par la CPF. Donc toi, en fait, tu n'es pas forcément contre cette initiative, du coup. Alors je suis très mesuré alors parce que en fait je suis plutôt contre en fait tu vois, ça va à contrario mais parce que je pense que tu vois c'est mon passé d'économiste sans doute qui parle mais
On parle, tu vois, parfois d'élasticité de la demande. Et je pense qu'en fait, le fait de mettre un reste à charge, même à 10-20 euros, donc quelque chose qui est très faible, provoquerait en fait une baisse de la demande drastique. Je pense que voilà, si on met un reste à charge à 50 euros, je ne serais pas surpris qu'on ait une baisse de 20% des demandes demain. Alors que finalement, c'est pas grand-chose dans l'absolu, mais je pense que voilà. Même si la qualité, entre guillemets, de la formation, comme tu disais juste avant, serait mieux parce qu'il y aura une participation de la personne. C'est le Alors, contrepoids ou sans pas? doute que pour moi, ça aurait un impact, un double impact. Je pense qu'on aurait à la fois une baisse du nombre de demandes, mais on aurait peut-être des taux de complétion des parcours plus importants. Je pense que ça aurait ce double impact-là. Mais après, c'est un ressenti. Hein. J'ai pas de données pour le corroborer, mais c'est le pressentiment que j'aurais. Et donc, on verra peut-être si ça sort. Hein, parce que est-ce que ça sortira? Ça reste encore une question. J'ai l'impression que je suis retombé sur des posts il y a plus d'un an où je parlais déjà du reste à charge et je fais Ouais, oui, ouais. c'est un vrai serpent de mer. Surtout qu'aujourd'hui, l'utilité est plus forcément d'actualité. Enfin, en tout cas, l'utilité économique, vu que les fonds CPF ont tendance à vraiment drastiquement diminuer. Entre 2023 et 2022, il y a une baisse de 30% des montants engagés. Donc, on voit quand même que la tendance elle est plutôt à la réduction de la dépense. Donc, est-ce qu'un reste Oui. à charge est nécessaire? Je suis plus certain. En tout cas, la justification, elle doit plus être Oui, économique. d'avant, oui. La justification d'avant de le faire n'est plus d'actualité. Oui, oui, je comprends. Ben, ça nous amène à parler de ton activité en LinkedIn qui est la veille. Hein. Donc, moi, je te connais pour ça, hein, les posts que tu fais, le décryptage des différents sujets au niveau de la formation, que ce soit les réformes ou pas. Euh, Parle-nous un petit peu de comment tu fais de la veille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe actuellement? Pourquoi ça t'intéresse autant? Alors, plein de questions. Alors pourquoi je fais de la veille? Alors, je me suis vraiment mis sur ce sujet un peu par hasard, hein, puisqu'en fait, moi, j'ai commencé à écrire, je crois mon premier post, j'ai dû écrire ça en 2018, ça devait être sur Datadoc, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de service communication, donc je partageais les chiffres du nombre de référençables, à l'époque et donc petit à petit, moi, ça a plutôt été un outil de preuve sociale au démarrage, LinkedIn, c'est-à-dire que j'écrivais pour confronter mon avis aux autres, aux ressentis, donc il y avait un truc très égocentré, même si aujourd'hui ça reste, je pense, encore assez égocentré, faut en avoir conscience. Euh, et petit à petit, au fur et à mesure que j'ai eu de nouvelles expériences, j'ai eu envie de parler d'autres sujets, donc c'est toujours un peu ça, c'est-à-dire qu'on a un peu une zone de confort, on se dit, ah oui, mais j'ai pas envie d'être limité et désigné par... à l'époque, on m'appelait Monsieur Datadoc, je détestais ça. Après, on m'appelait Monsieur Calliope, je détestais ça. En fait, je déteste la casquette de spécialiste. Moi, Oui. j'aime plutôt être un multigénéraliste et avoir une vision un peu macro. Donc c'est pour ça que Mm. petit à petit, j'essaie de développer le nombre de sujets sur lesquels je parle. C'est un peu ça ma motivation, et même des sujets voilà, où j'ai pas forcément énormément d'expérience, mais j'aime bien creuser de nouveaux sujets et les décrypter. Mm. C'est ça un peu qui me motive à écrire en premier lieu. Et souvent aussi, c'est parce que il y a le côté défi, c'est-à-dire on est sur des sujets techniques, des sujets dont on ne comprend pas grand-chose. Un décret, souvent, c'est écrit avec je ne sais pas quoi, mais des fois, c'est pas forcément, en tout cas, hyper intelligible. Moi, j'aime pouvoir être capable d'arriver à déchiffrer ça et le restituer de manière un peu plus simple et surtout parler des impacts opérationnels. Parce que bon, je trouve que ça il y a plein de personnes qui partagent de la veille, un décret qui est sorti. J'ai pas envie de leur taper dessus, mais et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça Et d'ailleurs, en général, c'est des choses qui sont pas très peu lues parce que tu m'apportes rien comme information. À part me dire que le décret est sorti, Oui, tu ne facilites pas le travail. oui. Et moi, Informer, c'est pas aider, forcément. voilà, tout Informer, à c'est fait. pas que aider, ouais. Mm. Et moi, ce que j'avais envie, c'est de lire des choses que j'aurais aimé lire à l'époque. C'est-à-dire que à l'époque, quand j'étais sur LinkedIn, c'était déjà pas aussi développé et il y avait très peu de personnes qui parlaient de formation, en tout cas qui décryptaient de manière simple la formation. Donc, je me suis engouffré dans ce créneau parce qu'il n'était pas pris. Et du coup, je continue aujourd'hui parce que ce que j'aime bien, c'est les interactions que ça génère. Et puis, encore une fois, j'aime bien aussi creuser ces sujets-là. Et puis, comme aujourd'hui, c'est mon métier, LinkedIn, aujourd'hui, c'est mon outil de travail. C'est mon outil de travail, c'est un outil aussi d'influence.
faut en avoir conscience. Ça génère des opportunités, hein. Le fait d'être, par exemple, dans ce podcast aujourd'hui est sans Mhm. doute lié à ma présence sur LinkedIn. Le fait d'avoir trouvé des emplois est sans doute lié à ma présence sur LinkedIn. Voilà, beaucoup d'opportunités qui me sont tombées dessus sont liées à ça. Donc, je continue aussi parce que ça continue à m'alimenter derrière. Ok. Quel est le sujet actuellement, ou peut-être l'un des derniers sujets dont tu as parlé et qui a généré peut-être beaucoup de commentaires, de questions, etc. parce que justement c'est un gros sujet d'actualité et Ah, il y a beaucoup d'acteurs de la formation, notamment les OF, se posent des questions à ce sujet. il y a eu le gros sujet de la sous-traitance. Alors, il y a eu plusieurs textes qui sont Ouais. sortis, hein, mais il y a eu notamment, il y a eu cette fameuse V9 du guide Calliope qui est sortie, Oui, c'est qui vrai. s'adresse du coup plutôt aux sous-traitants. Du coup, il y a eu des modalités un peu adaptées aux sous-traitants. Donc ça a été très commenté et ça faisait le lien avec un décret qui était sorti auparavant et qui encadrait la sous-traitance dans le cadre du CPF. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui agite un petit peu le milieu en ce moment, parce qu'en fait, ce décret, il impacte les sous-traitants qui travailleraient avec des gros donneurs d'ordre et en leur disant, soit vous avez Calliope, soit vous faites partie de l'exception, vous êtes en micro-entreprise, vous ne dépassez pas un certain seuil. Mais voilà, du coup, il y a eu un peu un côté panique autour de ça, même si pour moi, je reste un peu plus mesuré parce que de ma vision que j'ai du marché, même avec les propres personnes avec qui je travaille en sous-traitance, très peu sont concernés. En fait, globalement, j'ai à peu près 10% des personnes qui sont concernées parce que ça rejoint justement le fait que la structure aujourd'hui des organismes de formation en France, on en parlait en préparation du podcast, hein, il y a un peu plus de 100 000 organismes de formation. Beaucoup sont en indépendant, beaucoup sont en régime micro-entreprise et beaucoup vont être exemptés de l'obligation de Calliope. Donc, Hmm. donc il y avait ce sujet-là et il y avait l'autre sujet qui touchait les donneurs d'ordre qui était vous allez être limité à 80% de sous-traitance dans le cadre du CPF, sachant qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles de ce Oui, décret. là, c'est plus difficile à interpréter, du coup, pour l'instant. Voilà, on attend des retours encore là-dessus. Certains sont plus royalistes que le roi. Moi, j'ai une vision qui est relativement mesurée en me disant, on fait un simple calcul, chiffre d'affaires généré versus le montant sous-traité. Il ne faut pas que ça dépasse 80%. Et voilà. Mais bon, voilà, c'est des sujets sur lesquels on le voit, il y a des décrets, puis des arrêtés, et même avec l'arrêté, on n'a pas la réponse exacte. Donc on voit bien que Oui, c'est très difficile de faire de la veille et d'apporter des réponses qui sont justes et qui sont nuancées. Et voilà, moi, c'est aussi un peu ce que j'essaie de faire quand je fais de la veille, c'est d'avoir une forme de parti pris, mais en disant, c'est pas parole d'évangile, ça va être tranché, il y a encore des éléments supplémentaires. Voilà, en fait, je pense que quand on fait de la veille, il faut vraiment avoir une forme d'humilité. Pour moi, c'est très important. oui. Euh, Tellement de personnes écrivent sur LinkedIn, alors même sans faire de veille, en amenant ça comme une vérité universelle, comme voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Jamais j'aurais cette prétention-là, hein. Voilà. Donc, Mais tu fais pas que de la veille par rapport aux réformes, tu aussi fais ouais, partage de pratiques et partage d'idées, etc. Et moi, les posts qui me parlent beaucoup aussi, c'est par rapport à la vision du métier, hein, dans la formation, hein, parce que tu as eu un contact avec, avec ce marché à travers tes expériences en tant qu'auditeur, certificateur, responsable qualité. Donc du coup, une approche par rapport aux organismes qui rejoignent un petit peu mon expérience à moi aussi. Tu as fait un post il y a 2 jours que j'ai adoré. Peut-être on peut juste explorer ça un peu plus. C'est les 10 choses à savoir avant de travailler dans la formation. Après plus de 12 ans dans la formation, voilà ce que j'ai retenu. Ça te dérange pas si je les lis? non, non, absolument pas, absolument pas. Voilà, donc 10 points. Les réformes sont la routine, pour ça on en a parlé. Les acronymes sont nombreux et changeants. Donc les OPCO, les OPCA, j'imagine que c'est ça, non? Ça va avec la réforme, hein. À chaque Oui. réforme, les sigles changent, hein. Et puis tu as dit peut-être là, trop de formations n'ont aucun impact. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu as dit ça? Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je l'ai constaté, parce que j'ai eu plein de retours là-dessus. Et que souvent, ça n'a pas forcément de rapport avec la qualité de conception pédagogique de la formation. Alors, des fois, ça en a parce que voilà, ça a été conçu avec les pieds et que des fois, c'est des formations qui sont juste on en parlait un peu, du e-learning seul, non accompagné, ou alors un support PDF
voilà, qui ne va pas forcément amener de changement de pratique. Mais on a des fois aussi le fait que, comme les employeurs ne s'engagent pas dans la démarche, la personne suit sa formation, elle ne met pas en pratique derrière, donc elle va perdre à peu près 95% de ce qu'elle avait appris, et du coup, elle ne va pas acquérir les compétences, et du coup, elle ne va pas changer ses pratiques professionnelles. Bon, très bien, super intéressant. Donc, après, tu as dit, donc il y a beaucoup plus de métiers qu'on imagine dans un OF. Le principal défi de la formation n'est pas financier, mais culturel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Culturel, mais pas financier. C'est que souvent, on a tendance à voir la formation, enfin, à justifier le fait de ne pas partir en formation par un manque de budget. Alors, ce qui est une partie de l'équation, hein, on va pas se mentir, mais souvent, il y a le fait aussi de ne pas considérer la formation comme un investissement. Et du coup, ne pas lui Oui. allouer un budget suffisant. Et Ah souvent, je oui. prends un exemple, moi, qui m'avait choqué, hein, dans une organisation où j'étais. euh, les salariés étaient très peu formés. Moi-même, sur 3 ans, je n'avais pas été formé. Mais par contre, c'était capable de dépenser 1 million sur un séminaire. Et à un moment donné, il y a une histoire aussi de priorité des dépenses. C'était ça mon propos, hein. Voilà, c'était de se dire aussi que tant que c'est considéré comme il faut former, il faut faire les formations réglementaires. Ah oui, lui, un tel, il nous a demandé une formation, on va lui donner parce que ça va lui faire plaisir et parce qu'il faut le Oui. récompenser. Enfin, voilà, c'est pas la bonne façon d'appréhender, à mon sens, le sujet. Non, on est d'accord. C'est avec ce réflexe aussi, si le budget est là, on forme. Si le budget n'est pas là, on forme pas. Et donc, on Exactement. cherche toujours des financements avant de dire si on veut former. C'est vrai, c'est quelque chose que nous, on voit encore maintenant. Ouais. Donc, après, tu as dit, il n'y a pas un marché de la formation, mais des marchés. Bon, ça, je pense qu'on a parlé. Il y a un écart entre la vision politique de la formation et ce qui se passe vraiment. Bon, ça, oui. Donc, avec les réformes, notamment, hein, j'imagine que c'est ça. Oui, Mm. alors voilà, j'ai pas envie de taper sur quelqu'un en particulier parce qu'en fait, c'est encore une fois, c'est une chaîne d'acteurs, de décisions, et voilà, on sait jamais vraiment qui est à l'initiative de la décision. Mais c'est vrai que des fois, on se rend compte qu'un texte sort parce que ça répond à un enjeu politique. On l'a vu par exemple quand il y a eu des fraudes sur le CPF, il y avait vraiment un besoin de communiquer sur l'État frappe fort, ou la caisse, ou une institution, hein, frappe fort. Et on agit, sauf que on se rend compte que sur le papier, c'était sympa. De manière opérationnelle, ça devient une usine à gaz pour tout le monde. Ça impacte les organismes de formation qui font bien leur travail. Et puis même, il y a des choses qui, dans la réalité, sont pas réalisables, sont pas activables. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je dis que des fois, il y a des visions qui sont pas inintéressantes, hein, les visions politiques, mais qui sont un peu éloignées du terrain, parce qu'il y a aussi ce temps qui n'est pas le même, et ce temps de la communication qui impacte tout, et que je pense qu'il y a, voilà, il y a besoin pour le Oui. grand public, en tout cas, de montrer qu'on agit, même si ça se fait un peu à marche forcée. Après, tu dis la qualité n'est pas une histoire de certification, mais d'intentionnalité de la démarche. Et puis tu dis ce que j'adore, c'est la majorité arrive dans le milieu par hasard, alors pas de raison de ne pas se sentir légitime. C'est-à-dire qu'on tombe dans le marché, d'autres secteurs d'activité. Oui, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu quand je Ah, suis arrivé dans ce milieu-là, hein. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler là-dedans, je connaissais rien à la formation. Même quand j'ai commencé à écrire les premiers posts LinkedIn, je me sentais un peu. C'est pas que je tremblais, mais globalement, je me disais, ouais, je, je représente absolument rien. Enfin, pas que je représente quelque chose aujourd'hui, mais ce que je veux dire, je me disais, oui, mais ok, j'ai 27 ans, 28 ans, 30 ans, je sais plus, mais j'ai rien fait, j'ai rien démontré. Qu'est-ce que je donne mon avis sur ce sujet? Alors qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous une idée, une vision de ce qu'est la formation, et elle peut être tout à fait pertinente. Et voilà, il faut pas se brider. Et parce que les personnes qui sont là depuis 30 ans, en 40 ans, elles ont sans doute fait des choses, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pertinentes sur tout. Et puis voilà, c'est bien aussi d'amener des idées neuves, nouvelles. Des idées des fois qui sont peut-être plus en lien avec la technologie, des évolutions pédagogiques qui sont, voilà, qui sont différentes en tout cas de ce qu'on avait vu déjà en France. on va parler de technologie après, mais justement, le dernier point, c'est pour Jonathan, c'est on ne fait pas longtemps dans ce domaine si on n'a pas de passion ou de conviction forte, n'est-ce pas, Jonathan?
Voilà, je ne peux pas être trop d'accord, hein. Ouais, complètement. Mais alors, moi, je me considère pas comme quelqu'un de passionné. Parce que j'ai du mal à mettre passion sur un mot. En revanche, j'ai beaucoup de convictions. Donc, c'est pour ça que j'ai misé et où. Voilà. Moi, j'ai une certaine vision de la formation euh, qui est clairement pas celle des tutos ou des vendeurs de formation qui veulent tout scaler. Qui est pas forcément ma vision du sujet, mais bon, voilà. Et donc, du coup, voilà, ça m'incite à continuer à travailler là-dedans pour affiner le projet et puis pour travailler aussi avec des structures qui sont dans la même démarche. Non, c'est vraiment ce post m'a beaucoup parlé, donc je me permettais de vous le relire parce que je pense que ça nous réunit justement tous ces différents acteurs ensemble, tellement différents, tellement passionnés, et j'ai beaucoup aimé. Merci. Et tu as bien fait. Alors, on a parlé de technologie. Comment. Alors, pareil, justement, on parlait de conviction. Voilà, est-ce que tu as des convictions? Quelle est ta vision, on va dire, par rapport aux évolutions technologiques? Alors, on ne voit quasiment plus que ça sur LinkedIn, hein. On parle d'IA. Mm. Alors, ça, c'est clair. Je veux dire, c'est le sujet 2022, 2023, 2024 et vers l'infini et au-delà, comme dirait l'autre. Et on parle de métavers, on parle de tout ça. Voilà. Quelle est ta vision du sujet? Alors, j'ai une vision, encore une fois, nuancée des sujets. Euh, le premier sujet, c'est que c'est difficile de ne pas s'y intéresser et de ne pas tester ce que ça peut apporter dans la formation. Ça serait vraiment bête de passer à côté de ces sujets-là, tout simplement pour des raisons de principe. Voilà, tout ça, c'est le premier sujet. Donc, c'est vrai que moi, un de mes enjeux cette année, par exemple, c'est de voir donc, sur quel cas d'usage je peux utiliser l'IA. Euh, voilà, pas par exemple. Au-delà de ça, moi, je suis quand même plutôt sur une approche qui est de l'ordre de la sobriété numérique ou pédagogique. Alors, c'est peut-être paradoxal pour quelqu'un qui fait de la formation à distance, mais je pense que en fait, la formation déjà en présentiel peut être beaucoup plus, on va dire, écologiquement moins vertueuse en tout cas. Ouais. Et, et je pense qu'on n'est pas obligé de faire. C'est pas parce qu'on peut faire beaucoup plus qu'on doit le faire. Voilà. Pour moi, c'est vraiment mettre le bon niveau de technologie par rapport à l'enjeu pédagogique. Et donc ça Mm. c'est vraiment quelque chose moi qui me motive. Alors c'est vrai que l'IA, moi je m'en suis un peu servi récemment pour faire un peu de scénarisation pédagogique à partir de matériel que j'ai déjà amené, pour faire déjà des premières ébauches de scripts, de choses. Ça m'a fait gagner clairement du temps. Cela dit, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas envie de lui confier et certains sujets sur lesquels ça va pas forcément me gagner du temps. Et il y a aussi un sujet assez important qui est la notion même de plaisir dans le travail. C'est-à-dire que est-ce que j'ai envie de déléguer à l'IA des choses pour lesquelles je prends du plaisir, typiquement la partie réflexion, la partie idéation des choses. Est-ce que j'ai envie de la confier à l'IA? Est-ce que j'ai pas envie de faire ce processus cognitif Mm. d'abord avec des membres dans mon équipe? Voilà, moi, c'est un peu le sujet. Quitte à interroger l'IA après. Mais voilà, moi, je n'ai pas envie d'être prescrit d'abord par autre chose que par moi-même, en fait. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Donc C'est vrai. non, mais c'est un vrai sujet. Oui, Euh, oui. donc voilà, usage assez mesuré. Et moi, je pense que cette année, elle va me permettre déjà d'avoir un peu plus de conviction sur dans quel cas c'est utile. Par exemple, moi aujourd'hui, je l'utilise. Par exemple, ça me permet de faire des comptes rendus quasiment instantanés de mes réunions, enfin, de Mm. certaines réunions. Du coup, c'est un vrai avantage et ça marche plutôt bien. Mais je l'utilise pas pour tout. Et typiquement, je vais pas l'utiliser pour des moments beaucoup plus informels. Et voilà, je l'utilise que dans des cas où ça a de la valeur ajoutée. Et je pense que c'est ça, moi, que va me permettre de faire l'année 2024. Et il y avait le sujet ensuite du métaverse dont Aïe, tu aïe, aïe. parlais. Alors, le métaverse, c'est vrai que c'était le truc à la mode il y a 2 3 ans, hein. Moi, j'allais au Learning Technology, il y avait quasiment que ça. Cette année, j'y étais. J'ai dû vraiment chercher pour trouver les acteurs qui en faisaient. Donc, on voit qu'il y a quand même un recul là-dessus. Alors ça reviendra peut-être sur le tapis, puisqu'il y en a beaucoup qui parlent de la convergence de l'IA et du métaverse, et que du coup, ça serait enfin le moment pour le déploiement du métaverse.
Moi, je reste encore une fois très limité sur ses apports pédagogiques. Je pense que c'est intéressant sur certains domaines, typiquement la chirurgie, typiquement la manipulation de matériaux dangereux, typiquement ça empêche d'aller sur des terrains de guerre pour l'armée, donc des choses voilà, qui peuvent permettre à la fois de réduire les coûts aussi, et du coup d'être dans une démarche de sobriété. Et en même temps, sur la plupart des objectifs des enjeux de formation, je trouve que on va dire, toutes les ressources nécessaires pour alimenter, pour créer des formations dans le métaverse sont complètement démesurées par rapport aux objectifs pédagogiques de la majorité des formations. Hmm. On est bien d'accord. Et tout à l'heure, dans le cadre du poste dont parlait Joss, hein, je crois il y avait le mot intentionnalité, ou en tout cas il était question d'intentionnel. Je pense que c'est vraiment aussi la clé, c'est de se dire, voilà, voilà, faire les choses intentionnellement, avec intentionnalité, et on se dit, voilà, quel est l'intérêt d'en vouloir toujours plus, etc. C'est quoi l'intention, c'est quoi l'objectif derrière, etc. Et puis tu as rajouté quelque chose qui est très important aussi, je trouve ça vraiment très très pertinent, la notion de plaisir. Parce que sinon, si au bout d'un moment, nos journées de travail, l'objectif c'est d'avoir une suroptimisation partout, tout est automatisé, etc. Et finalement, on est content à la fin de la journée, on se dit, bon, grâce à toute cette technologie, on a fait 5 fois plus en termes de productivité que ce que l'on pouvait faire. Mais si c'est pour terminer la journée, on va dire, en se disant, bon, quel est le sens de tout ça, et finalement, quel est le plaisir que je retire de mon travail. Ah oui, effectivement. Exactement, mais ça va même au-delà de la sphère professionnelle, hein. Tu peux Oui. l'appliquer à la sphère professionnelle, par exemple sur le dessin aussi, la génération d'images, de choses comme ça. Moi aujourd'hui, quand je dessine, alors j'ai pas la prétention d'être à des niveaux stratosphériques, mais il y a quand même cette notion de plaisir. Et en fait, Mmh. j'ai pas envie qu'on m'enlève les choses que j'aime faire. On le voit aussi dans les processus créatifs de musique, de choses comme ça. Oui. Si c'est plus un simple assistant, mais si ça remplace tout ce processus créatif qui est le moment le plus intéressant en fait du, de la chose en fait. Donc je trouve que c'est dommage et c'est le meilleur moyen en fait de perdre complètement toute humanité et sans partir dans des discours apocalyptiques. Je pense que très rapidement, à l'échelle de quelques années, on peut voir une vraie bascule, voilà, majeure. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Oui, oui. Donc là, et, j'en profite pour faire, on va dire, une publicité intra, je vais appeler ça comme ça. On avait fait un épisode justement sur la question on va dire, des défis, on va dire, environnementaux, sur la sobriété numérique, etc. Donc, on invite aussi les auditeurs et les auditrices à écouter cet épisode. Et voilà, il est clair qu'on est sur on adopte un positionnement très 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 proche, si pas similaire. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ma position reste la même. C'est, comme tu l'as dit, c'est important de tester les choses. Il ne faut pas se fermer des portes, il ne faut pas se mettre de barrières, etc. Mais ça doit rester, on va dire, une utilisation raisonnée. Et autant, je trouve que l'IA a des choses à nous apporter, mais encore une fois, de manière raisonnée, comme tu l'as très bien décrit, autant le métavers, voilà, effectivement, je trouve que c'est vraiment, je dis souvent, c'est acheter une Ferrari pour aller chercher le pain, quoi. C'est vraiment, ça me paraît démesuré C'est par exactement ça. rapport à ce que ça va consommer, quoi. Mm. Bon, donc, Joss, est-ce que peut-être une dernière question pour... Dernière question, parce que là, on va finir. Ben, Johan, quels sont tes projets donc du coup pour 2024? Qu'est-ce que tu as sur les raisons qui arrivent là? Alors, sur 2024, alors c'est toujours très difficile hein, cet exercice de projection. J'ai toujours du mal à me projeter même à 6 mois, un an, mais voilà, je vais essayer de le faire. Bah, moi, mon objectif, c'est continuer dans mon entreprise actuelle, continuer à développer de nouvelles offres, à avoir des produits encore plus qualitatifs, voilà, à faire encore plus d'accompagnement, voilà, vraiment à aider cette montée en compétences des personnes, alors des femmes, mais voilà, on a aussi quelques hommes, voilà. Et au-delà de ça, sur mon autre activité, c'est continuer à écrire des articles sur plein de sujets avec des angles qui changent un petit peu de d'habitude. Voilà, c'est essayer de surprendre un petit peu. Enfin, si on peut vraiment parler de surprise quand on décrypte la réglementation, mais en tout cas, essayer d'amener un regard différent sur la formation et
et objectif, et puis du coup, continuer à développer toute la partie communautaire que j'ai au sein d'OF Connect, hein, qui est une communauté d'organismes de formation dont je suis au COPIL, où il y a 3000 organismes de formation. C'est continuer à développer ça, parce que moi je crois vraiment, ça va aussi de pair avec la veille, c'est tous ces échanges de pratiques avec des gens qui ont des visions différentes, des expertises différentes. Je trouve que c'est ce qui a le plus, moi c'est ce qui me motive le plus aujourd'hui dans ce milieu-là, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de perdre, et je troquerai jamais toute cette communauté contre une IA qui me répondrait. Voilà, si on fait un lien. On est d'accord. On est d'accord. Aussi. Bon, mais super. Mais écoute, j'ai pas vu la passer. C'était génial. Merci beaucoup, Johan. Ça nous C'est a très bien aussi pour moi. très instructif, on partage beaucoup de valeurs, beaucoup de choses. Donc, c'était super. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup. Et puis à À bientôt. bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir.